Le reconditionnement ex vivo des greffons pulmonaires, bon, c'est moi qui vais vous présenter, mais vous allez voir que je ne suis pas tout seul à avoir travaillé là-dessus. Simplement, c'est des chiffres un tout petit peu anciens et volontairement, je vous les ai laissés. Alors, on va se calmer gentiment. Parce que c'est au moment où on a réfléchi en 2010 sur la mise en place de ce projet. À ce moment-là, le besoin théorique qui est toujours à peu près vrai, ça, c'est entre 300 et 400 greffes par an. Et puis en 2010, il y en avait que 244. Et puis vous voyez que si je suis ici, c'est pas pour rien. Et si VLM est très investi dans ce projet, c'est pas pour rien aussi, parce que la transplantation, alors c'est vrai que c'est en France, c'est vrai, dans le reste du monde, ça l'est un peu moins, mais la mucoviscidose aujourd'hui est encore la première cause de transplantation, en tout cas la première indication de transplantation pulmonaire en France. Et puis, vous voyez qu'à l'époque, il y avait encore 21 patients. Alors, ce n'était pas que des patients mucoviscidosiques, mais on avait 21 patients qui mouraient sur liste. Et ce, pourquoi? Parce que des greffons, il y en a probablement, il y en a énormément, mais ils sont pas bons. Et aujourd'hui, seulement 15% des greffons sont utilisés. En tout cas, quand on a un nombre de donneurs qui est aux alentours de 1500 donneurs par an en France d'un organe, on va en utiliser seulement que 15%, entre 15 et 20% en fonction des années. C'est peu. Et donc, on a réfléchi comment faire et on s'est dit, il y a des greffons, alors ceux qui sont bons, qui sont transplantés, on va les mettre de côté, mais tous les autres, qu'est-ce qu'il y en est? Et dans tous ces greffons, on a un certain nombre de greffons qui sont des greffons dits à critères élargis qui vont être refusés par les autres équipes, par toutes les équipes d'ailleurs en l'occurrence, et on s'est dit, s'ils nous sont proposés par l'agence de la biomédecine et qu'on les refuse, est-ce qu'il y a moyen de faire mieux et est-ce qu'on a moyen de les optimiser, de les reconditionner, de les réhabiliter? C'est le but du projet. Et puis on a lancé cette étude bicentrique parce qu'il fallait qu'on soit deux équipes pour pouvoir avoir un peu de poids vis-à-vis des instances. Prospective non randomisée, bicentrique, je vous l'ai expliqué. Puis l'idée, c'était de prendre ces poumons refusés pour pouvoir effectivement augmenter réellement le nombre de greffons. Parce que si on part de greffons qui ne sont pas utilisés, qu'on a appelés vulgairement dans notre jargon les greffons poubelles, ceux qui allaient aller à la poubelle, pas parce qu'ils étaient forcément mauvais, mais simplement parce qu'ils n'étaient pas utilisés, qu'on n'allait pas les utiliser, ils finissaient, ils n'étaient pas prélevés, d'essayer de les optimiser. C'est ce qu'on a fait. Alors, on n'a rien inventé. On a utilisé une technique qui marchait et on a eu la chance que l'équipe canadienne avait sorti le New England leur série dans le New England Journal of Medicine. Donc ça nous a un tout petit peu aidé pour aller voir les tutelles françaises et de taper à la porte en disant voilà, on veut lancer ce projet. On va utiliser une technique qui marche parfaitement bien. Elle a fait ses preuves. Regardez, il y a un New England qui est sorti avec des résultats qui étaient plus que satisfaisants, avec une équité sur les transplantations, avec des résultats parfaitement équilibrés. Donc on a repris leur technique, qui est ce que j'ai appelé la Toronto Box, parce que c'est issu de l'équipe de Shafk et Shafji à Toronto, qui a, encore une fois, pas réellement inventé la technique, mais adapté. Donc en gros, c'est des canules qui sont dédiées, qui sont spécifiques. Une qui va être branchée sur l'artère pulmonaire, l'autre qui va être branchée sur les veines pulmonaires. Donc on a un perfusat qui va passer en antérograde, qui va aller perfuser le poumon. Tout ça va nous permettre d'avoir une pression dans l'oreillette gauche qui va être maintenue. C'est important d'essayer d'être le plus physiologique possible. Et puis un circuit qui va être semi-fermé, ça je passe les détails. Et puis vous voyez qu'on va avoir, je vais revenir dessus, mais on peut travailler avec l'organe qui va être mis en ex vivo, en dehors du corps, sous cloche. C'est cette fameuse Toronto Box qui ressemble à une grosse cloche de fromage, qui est une enceinte stérile qui va nous permettre de maintenir un niveau hygrométrique en fait, à peu près constant, et puis une zone de couveuse stérile. Et puis qui va nous permettre, vous voyez ici notre anesthésiste en train de faire la toilette bronchique très forte sur un malade avec les crampes, parce qu'on est bien adapté à Foch. Tout ça, ça donne quoi? Ça donne ça. Le génie de Shafk et Shafji, simplement, c'était d'utiliser une solution et de se dire on va enlever tout ce qui n'est pas important et pas indispensable, et il a retiré le globule rouge, simplement en disant le sang, le poumon, il vit en oxygène dissous en permanence, donc logiquement l'alvéole n'a pas besoin d'avoir transporteur d'oxygène. Il a viré effectivement et utilisé juste ce liquide de Steen, qui est un liquide qui est... Alors Steen, pourquoi Steen? C'est l'inventeur, simplement. C'est un grand monsieur qui a développé beaucoup de choses sur la transplantation pulmonaire et en particulier sur l'ex vivo. Et donc on a utilisé son liquide qui est un liquide dédié hyperoncotique, hyperosmolaire, dans lequel il y a l'albumine qui va permettre d'assécher en partie, parce que ça va faire le rôle de... Je prends un poumon qui est humide, qui a une sorte d'éponge, qui a bu l'œdème, et puis essayer de extraire toute cette œdème en le remettant dans le liquide et dans le perfuseur. Alors le protocole, après 3 ans de protocole, en gros, vous voyez que je suis ici, on est maintenant en 2015, mais la première transplantation qu'on a réalisée en France, c'était le 12 avril 2011. Donc vous voyez que ça commence à faire un petit peu. Et depuis, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'on a fait 46 reconditionnements ex vivo qui ont été réalisés. Sur ces 46 conditionnements ex vivo, et ça c'était la première des surprises, vous voyez que sur ces 46 greffons qui étaient censés partir à la poubelle, encore une fois, qui n'allaient pas être prélevés, que toutes les équipes avaient refusé, on les a pris, on les a reconditionnés, et il y en a quand même 40 qui ont abouti à une transplantation pulmonaire.
6 échecs seulement, donc c'est vraiment une vraie surprise. Donc oui, on augmente très clairement le pool de greffons. C'est très bien, mais on s'est dit, on les a reconditionnés, on les a transplantés, mais qu'est-ce qui se passe après la transplantation? Et donc on a pris la série entre avril 2011 et avril 2014, donc sur ces 3 ans de protocole. Et vous voyez qu'on a fait abstraction des patients greffés en super urgence parce que ça faisait encore un petit peu polémique à l'époque. On les a mis de côté et on a comparé nos patients greffés avec des greffons qui ont été reconditionnés ex vivo avec les greffons dits greffés de façon standard. Et ça a représenté, vous voyez, à cette époque-là, sur 3 ans, 21% d'activité supplémentaire. Donc on les a sur 180 transplantations. Alors pourquoi encore une fois, VLM a soutenu ce projet et je suis très fier de ça. C'est aussi parce que vous voyez que c'est en bleu, c'est notre casuistique. Je n'ai pas mis les chiffres, mais on voit bien que la majorité des patients transplantés à Foch sont des patients mucoviscidosiques. Et vous voyez que le groupe contrôle ou le groupe ex vivo, les pourcentages sont strictement identiques entre les groupes. On n'a pas fait de différence. Alors les résultats, vous voyez qu'en termes de ventilation mécanique, sur les résultats dits précoces, il n'y a aucune différence de durée de ventilation. C'est des médianes, c'est 1 jour dans chaque groupe. Premier succès. En termes d'hospitalisation, là on voit que ce n'est pas significatif, ça reste des statistiques, que les patients greffés avec des greffons reconditionnés en ex vivo, ils ont passé un petit peu plus de temps en réanimation. Et puis, ce qui en suit, parce que quand on allonge un peu un séjour dans un secteur, on l'allonge en globalité. Vous voyez qu'on est à 6 versus 9 et 28 versus 37, tout ça n'est pas significatif, ça reste tout à fait satisfaisant, voire même très bien. Et en termes de résultats tardifs, c'était aussi l'important, vous voyez qu'en termes de mortalité hospitalière à 30 jours, il y a 1 dans le groupe ex vivo, 3 dans le groupe standard, il n'y a aucune différence, on est à 3,1, 3,7, et puis surtout à 1 an, on a une survie qui est identique à plus de 90%. On est ravis de ça. Et donc, j'ai fait un raccourci, je vais droit au but parce que j'avais que 5 minutes. Mais donc la conclusion, c'est que effectivement, la réhabilitation ex vivo des greffons pulmonaires est une technique qui est reproductible, ça c'est très clair, entre les équipes et entre les endroits, on arrive à la refaire, ce qui permet une augmentation significative du nombre de greffons. Vous avez vu, sur 3 ans, on a augmenté de plus de 20% notre activité. Et puis les transplantations ainsi réalisées, parce que c'est pas le tout de se dire on prend des greffons, on les reconditionne, on se fait plaisir, on les met, on les greffe, mais surtout derrière, les suites et les survies sont strictement identiques, et ça c'est la grande force de ce projet. Et puis enfin, parce que c'est aussi important, c'est moi qui viens présenter tout ça, mais vous voyez que les gens qui travaillent dessus, il y en a un certain nombre, c'est 2 services avec, et probablement que j'en ai oublié, à chaque fois que je présente ces diapositives, il y en a toujours un qui vient me taper dans l'eau, mon grand, et moi, et nous, et notre cohorte. Bon, je suis désolé si j'en ai oublié, mais enfin, les dernières choses plus qu'importantes que tout, c'est le soutien des associations de malades, c'est plus qu'important, c'est notre carburant pour avancer, donc merci à tous.